Bonjour à tous, bonsoir. J'ai 45 minutes pour vous parler du rôle du coach agile et son apport pour le projet. 45 minutes, ça veut dire 45 slides, donc je vais aller assez vite. Et donc voici le sommaire de ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'un coach agile? Qu'est-ce qui s'interdit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il regarde? Ses points d'attention? Les outils qu'il utilise? Et comment on fait pour constater les résultats. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc je suis coach agile et formateur. Je fais partie de la société Thales Service qui est dans le groupe Thales. Donc histoire de vous situer un petit peu, c'est une société de service qui fait 3000 personnes et qui est dans un groupe de 65 000 personnes. Et on travaille beaucoup dans le milieu industriel qui fait qu'on se retrouve confronté à des très gros projets. Dont une grande majorité ne sont pas agiles, mais l'agilité s'étend, donc nous intervenons pour étendre cette agilité. Alors par le passé, j'ai été développeur, j'ai été référent technique, j'ai travaillé dans l'amélioration continue et les outillages, j'ai été chef de projet, donc j'ai un petit peu regardé tous les aspects du développement logiciel. Et donc maintenant je suis coach, c'est-à-dire que je mets en application ce que je sais et je le fais avec une certaine connaissance du terrain puisque j'ai pratiqué moi-même toutes ces situations. Donc, par ailleurs je suis blogueur sur belay.fr, ça c'est mon petit blog si vous voulez le voir. J'ai aussi coachagile.fr qui va juste montrer les articles agiles, mais j'ai quelques petits projets là-dessus. Et enfin, je suis orateur. Donc aujourd'hui, c'est ma première présentation publique sur l'agilité. Voilà, donc j'espère que je ne serai pas trop stressé. Alors, petit disclaimer, parce que j'ai déjà échangé ces slides avec quelques coachs. C'est impossible de résumer tout le travail d'un coach en 45 minutes. Donc, on aura seulement certains aspects de coaching et surtout chaque coach a une sensibilité différente et exprime ses sensibilités de manière différente. Donc je n'ai pas une seule réponse à apporter, ça sera ma réponse, c'est pas forcément la réponse de tous les coachs. Voilà. Malgré tout, tous les coachs ont le même objectif, c'est-à-dire qu'ils veulent tous arriver au succès des projets. Alors qu'est-ce qu'un coach agile? Du point de vue d'un financier, c'est une personne qui coûte cher, qui ne rentre pas dans l'organigramme de l'entreprise, qui passe son temps à discuter, parce qu'un coach parle, et qui empêche les autres de travailler, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour l'écouter. Et surtout, il ne produit rien, vu qu'il ne fait que parler, et donc il ne sert à rien, et il coûte très cher. Son rôle n'est pas naturel, ça c'est à peu près évident, il faut le valoriser. Combien de fois j'ai entendu dire « Ouais, mais alors ce serait bien un coach, mais ouais, mais vous êtes trop cher ». Alors juste un petit rappel, une petite sensibilisation sur le prix d'un coach. Certes, c'est un peu plus cher qu'un développeur, mais dans la fourchette des consultants, c'est plutôt dans la fourchette basse. Donc le prix d'un coach, c'est pas vraiment le plus important, c'est plutôt qu'est-ce qu'il va déterrer, qu'est-ce qu'il va faire changer dans l'entreprise. C'est pas forcément très bienvenu, voilà. Donc en tout cas, vu la fédération, au vu de la fédération des coachings professionnels, là on est quelque chose sur beaucoup plus glamour. C'est mettre en œuvre un accompagnement suivi sur une période déterminée, centré sur soit la personne, soit l'équipe, soit le système, et viser à atteindre un résultat mesurable. Voilà. Donc là on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus intéressant. Alors justement, atteindre des résultats, ça veut dire quoi? Donc, finalement, qu'est-ce qui pose le plus de problèmes dans un projet? Au final, c'est soit on a des difficultés à s'entendre sur ce qu'on veut faire, soit on ne fait pas les bonnes choses, en tout cas pas dans le bon ordre, on ne sait pas prendre des décisions, on n'a pas de méthode de travail industrialisée, on reste dans un mode un peu archaïque et le processus est enroué. C'est là où en fait le coach va intervenir le plus. C'est essayer d'améliorer toutes ces choses-là, la prise de décision, les processus, l'industrialisation du développement,
c'est vraiment là que le coach va apporter sa valeur ajoutée. Alors, le coach, c'est vraiment quelqu'un qui est sur le terrain. Il est avec l'équipe, au quotidien, alors pas pendant toute la vie du projet, mais en tout cas quand il intervient dans l'équipe. Donc il participe aux cérémonies, il partage les inquiétudes des membres de l'équipe, il réagit aux événements du moment, donne des conseils. En tout cas, il est vraiment sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est un opérationnel. C'est pas quelqu'un qui est dans une bulle très là-haut et qui va penser que c'est mieux de faire comme ça. Non, non, il va vraiment sur le terrain. Alors, quand est-ce qu'il intervient? Alors, il y a plusieurs moments idéaux pour intervenir, soit tout simplement en amont, avant le début du projet, soit vis-à-vis des managers pour les sensibiliser sur l'agilité et la nécessité d'y aller, sachant que l'agilité va toujours modifier la façon de travailler dans l'entreprise, donc c'est quand même assez important que les managers soient au courant de la modification que cela va apporter. Au début d'un projet, lors de sa mise en place, mettre en place tout ce qu'il faut, ou alors le projet tourne déjà et décide de passer à l'agilité, donc transformation agile. Et souvent, le coach intervient plus tôt. Ça, c'est très commun. Il intervient plus tôt quand les problèmes sont là. Donc, on n'arrive pas à s'en sortir. Aidez-nous à sortir de cette situation. Voilà. Ou alors, moins courant, mais ça arrive, faire un état des lieux. Venez voir comment on est agile. Dites-moi ce que vous en pensez et faites-nous un feedback. Alors, le coach a des règles et notamment il va s'interdire un certain nombre de choses. Il va s'interdire, entre autres, de s'impliquer dans le fonctionnel du projet. Pourquoi il va s'interdire de s'impliquer dans le fonctionnel du projet? Tout simplement parce qu'il n'est pas voué à rester toute la vie du projet. Donc il faut qu'il soit un maillon important du projet, mais pas un maillon indispensable. Et son rôle, c'est de faire en sorte que les personnes qui vont rester durant toute la vie du projet s'impliquent et faire en sorte que cette implication soit là. Faire une prescription médicale. Donc vous êtes malade, je vous donne un médicament, vous prendrez ça, vous appliquerez la méthode comme ça et ça marchera. Donc pourquoi on ne le fait pas? Tout simplement parce que si on vous dit comment faire, il n'y aura aucune volonté d'apprendre. Donc j'ai dessiné le petit Z de Zoro juste à côté. C'est un petit peu pour vous montrer le cheminement d'idées. Au départ, on est tous sur la partie gauche du Z et on est face à un problème. Donc le coach réfléchit, donc il avance dans le haut du Z et il arrive au bout et il a une solution. Il a trouvé la solution. Mais comme il est le seul à avoir réfléchi à la solution, s'il présente sa solution, les autres ne vont pas le comprendre. Parce que les autres sont encore face au problème et n'ont pas réfléchi au problème. Donc ça, c'est le bas du Z en bas à gauche. Et donc si les autres personnes réfléchissent de la même manière que le coach, ils vont arriver en bas à droite du Z, comme le coach est arrivé en phase. Donc pourquoi on ne veut pas faire de prescription médicale? Tout simplement parce que nous, si on l'a fait cette prescription médicale, c'est qu'on a déjà trouvé la solution au problème. Mais si on vous donne une solution à un problème que vous n'avez pas encore compris, bah, ça ne va pas servir à grand chose. Voilà. Donc de la même manière, puisqu'on reste dans le cadre de Zoro, on n'est pas un sauveur. En tout cas, on ne va pas se comporter en sauveur. Vous êtes dans la mouise, vous inquiétez pas, j'arrive, dans 2 semaines, j'ai résolu tous vos problèmes. Là encore, on est toujours dans cette même problématique. Si je résous vos problèmes, le jour où je vais partir, vous ne saurez plus faire et donc vous ne pourrez plus appréhender les problèmes. Donc le rôle du coach, c'est vraiment d'accompagner pour que ces solutions soient trouvées par l'équipe et pas par le coach lui-même. Donc chaque projet a ses spécificités. Ça, je pense que vous le savez si vous avez déjà connu plusieurs projets. On ne va pas appliquer l'agilité de la même manière. Il y a des grandes lignes, mais après en pratique, sur le terrain, il y a des petits ajustements qu'on est obligé de faire. Et donc le coach est là pour vraiment
vous accompagner et régler les problèmes avec vous. Donc qu'est-ce qu'il fait le coach? Alors il va superviser la mise en œuvre de l'agilité. Alors on en parlait tout à l'heure dans la présentation précédente. Faire de l'agilité, c'est pas juste aller aux cérémonies et basta. Faire l'agilité, c'est aller aux cérémonies et pratiquer les cérémonies dans l'esprit de l'agilité. Donc vérifier que les règles de l'art sont bel et bien appliquées, ça c'est le rôle du coach. Vous avez beau faire les cérémonies, vous avez beau faire tout comme il faut, si vous ne le faites pas dans l'esprit, vous n'en tirerez rien et l'agilité ne marchera pas. Et donc, on va proposer des ajustements de la méthode, toujours à la marge, hein, c'est jamais des grandes évolutions, en fonction du contexte pour que ça se passe le mieux possible. On apporte un regard extérieur, donc on a vraiment un rôle important d'écoute pour vous aider ensuite. Vous êtes au taquet, vous êtes dans votre problème, vous êtes noyé, vous ne voyez pas le problème. Quelqu'un d'extérieur qui intervient va voir le problème tout à fait différemment. Et il va prendre le recul nécessaire et vous permettre de vous poser les bonnes questions. Le petit dessin qui est en bas à gauche, c'est les 5 pourquoi. En fait, quand vous avez un problème, on va vous dire pourquoi vous avez ce problème. Et vous allez apporter une réponse. Mais cette réponse, ce n'est pas vraiment la bonne réponse. Si on vous repose la question pourquoi, au bout de 4 ou 5 itérations, on arrivera vraiment au fond du problème. Et c'est le fond du problème qu'il faut résoudre. Ce n'est pas le problème de surface. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que ça ne compile pas. Pourquoi ça ne compile pas? Parce qu'on a commité quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi vous avez commité quelque chose qui n'est pas bon? Parce qu'on n'a pas vérifié avant de commiter. Voilà, le fond du problème, c'est qu'on n'a pas vérifié. C'est pas que ça ne marche pas. Alors il forme, le coach, c'est pour ça que souvent les coachs sont aussi formateurs, parce que bien entendu pour vérifier que les règles de l'art sont appliquées, il faut bien sûr qu'ils les connaissent. Donc souvent, il le forme, il transmet le savoir, donc la théorie, et le savoir-faire, la pratique. Donc avant toute session de coaching, il est préférable de s'assurer que toute l'équipe a suivi une formation. C'est beaucoup plus compliqué si ce n'est pas le cas, parce que une fois que la formation est faite, on a déjà une base. Et cette base, on va pouvoir l'améliorer. Si on commence un coaching et que la formation n'a pas eu lieu, il va falloir réexpliquer les bases, et ça va prendre beaucoup plus de temps et ça sera beaucoup moins efficace. Malgré tout, ça peut se faire. Alors, aussi, un rôle important, c'est un rôle de conseil. Proposer des options. Souvent, quand on a un problème, on ne voit qu'une seule et unique solution. Et la solution que l'on voit, c'est la mauvaise solution. C'est celle qui est la plus compliquée à mettre en place. Et finalement, en proposant un panel d'options, on a une ouverture d'esprit qui fait que finalement le problème, s'il n'est pas résolu directement, il pourra être résolu par une voie de contournement. Et ça, c'est quelque chose qui fait mouche très souvent. On est au taquet, on est en train de s'occuper de son projet, on ne voit pas la solution. Et la solution, elle est tout simplement juste à côté. Et donc, il va être guidé vers l'émergence de ses propres solutions. Donc, toujours les questionnements. Je vous ai donné l'exemple des 5 pourquoi tout à l'heure. L'écoute, l'élargissement du cadre de référence. Toujours essayer d'aller voir le problème plus globalement pour essayer de le résoudre mieux. Alors, la sensibilisation, c'est aussi un point qui est très important, notamment vis-à-vis des managers. Si un manager décide, allez, faites de l'agilité, c'est pas grave, moi ça ne me change rien, vous allez me fournir mes indicateurs comme d'habitude, vous allez me fournir mon Gantt comme d'habitude. Non, c'est pas ça qu'on va faire. À partir du moment où on va mettre en place de l'agilité, il va y avoir des indicateurs qui vont être différents.
Et donc le manager, il va percevoir les avancements du projet d'une manière différente. Donc il faut que le manager soit sensibilisé sur la chose et surtout, il faut qu'il prenne une posture agile. C'est-à-dire qu'il soit dans la compréhension de l'esprit agile et qu'il soit moteur dans cette transformation agile des équipes. Donc le manager est quelqu'un qui est très important et qu'il faut suivre, enfin plutôt convaincre avant de convaincre les équipes pour pouvoir avoir une mise en place d'agilité qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus facile. Et donc les indicateurs, je vous parlais d'un des artefacts agiles, mais il y en a d'autres, hein, les cérémonies, tout ça, il faut lui expliquer le pourquoi du comment et s'il comprend, en général, ça se passe bien après pour les équipes. Oui. Alors, un retour très simple d'expérience, c'est vraiment sur les indicateurs. Vous avez, dans les cycles en V classiques, souvent on demande le pourcentage d'avancement du lot. Voilà. Donc je suis dans le lot 1 et je suis à 27,4%. C'est très précis. Et, on est plutôt précisément faux qu'à peu près juste. L'agilité va dire on est dans le 3e sprint, on a produit tant de points. Alors des points, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. Et en tout cas, on ne va pas dire qu'on est à 27,4% d'avancement du lot 1. Parce que de toute manière, on va dire en agilité, on peut reprioriser le backlog. Donc finalement, le lot 1, ça ne sera pas exactement ce qu'on s'était imaginé au début du projet. Et ça, rien que ça, c'est quelque chose qui est complètement compliqué à appréhender pour un manager, parce que lui, il a été habitué à voir des pourcentages d'avancement qu'on lui donne quotidiennement ou toutes les semaines. Et lui, ce pourcentage-là, qui est précis, pour lui, c'est vrai. En réalité, souvent, ces indicateurs sont faux. Voilà. Comment vous faites pour le convaincre? Faciliter l'adoption de l'agilité? Alors, pour le convaincre et le faciliter l'adoption de l'agilité, on va lui dire que les priorités de l'agilité sont assez différentes. Notamment, c'est pas le périmètre qui doit être fixe dans un projet. Le coût, le délai éventuellement, mais pas le périmètre. On s'adapte en fonction des événements. Et le fait de vouloir changer une user story par une autre, c'est justement un changement de périmètre. Donc ce périmètre n'est pas figé. Déjà, lui faire comprendre cette première notion, c'est quelque chose de compliqué à faire rentrer. Mais la deuxième chose, c'est surtout lui expliquer que notre priorité, c'est la vélocité, la capacité à produire régulièrement quelque chose. Et à partir du moment où on a une équipe dynamique, on a une équipe véloce, c'est-à-dire qui produit tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines une quantité de travail à peu près constante, là effectivement, on a vraiment une vraie dynamique. Et c'est cette dynamique-là que nous, on va pousser, plus que les 27,4% d'avancement du lot 1. Voilà. Donc vraiment changer de paradigme, changer les messages et changer les priorités. Voilà, j'espère avoir répondu. Alors, donc, une chose qui est importante, effectivement, dans un projet, c'est d'avoir un sponsor. Alors, dans la liste des sponsors que j'ai mis au milieu de l'écran, il y a un intrus, je vous laisserai le trouver tout seul. La référence est en bas. Le sponsor, je parlais du manager tout à l'heure. Si le manager peut être un sponsor, tant mieux. Si on a quelqu'un là-haut qui pousse et qui dit « je suis à fond avec vous, allez-y », c'est beaucoup plus simple que d'avoir l'hostilité des managers ou l'hostilité de l'entreprise. On sera beaucoup plus efficace à passer en agilité à partir du moment où on a des conditions favorables pour le faire, donc une compréhension. Donc le sponsor, pour moi, c'est une notion qui est très importante, avoir une personne qui est là pour pousser l'agilité et qui est suffisamment haut placée dans la hiérarchie. Alors, la communication dans l'équipe,
Ça paraît bête, mais j'ai un retour d'expérience, puisque tu voulais le retour d'expérience, je vais t'en donner un autre. C'est un projet qui est relativement important, qui n'avançait pas, et bon, maintenant ils avancent parce qu'ils sont passés à l'agilité. En fait, ils étaient tous dans des bureaux de 2 personnes, et tout le bâtiment, en fait, c'est un bâtiment rez-de-chaussée uniquement, tout le bâtiment était réservé au projet, donc il y avait du monde. Hein. Et les gens, ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit d'aller poser des questions au bureau d'à côté. Voilà. Donc, on a mis en place l'agilité, des équipes de 7 plus ou moins 2 personnes, donc il a fallu faire tomber les murs pour avoir des open space, et là, les gens se sont mis à parler. Tout simplement. Ben, rien que ça a changé dans la motivation des équipes, et ça a permis de faire en sorte que le projet se mette à nouveau à produire. Voilà. Et là encore aussi, dans l'aspect communication, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe unie, pas des individualités expertes. C'est l'équipe dans son ensemble qui est performante, qui doit être performante, c'est pas les personnes individuelles dans l'équipe qui sont des cadres. Voilà, donc on a vraiment ce besoin d'avoir une équipe plus que des individualités. Alors le wiki, c'est un outil formidable, c'est beaucoup mieux qu'un DocWord, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut être à plusieurs à travailler dessus. Le DocWord n'est pas un document partageable, et pourtant la plupart des documentations historiques, spécifications, conceptions, etc. se font sous Word, coller les choses, c'est très compliqué. Le wiki, on crée autant de pages qu'on veut, on met ce qu'on veut dedans, on réorganise les pages si besoin, on modifie les textes, on ajuste. On est vraiment dans des conditions pour pouvoir fournir de la documentation à la volée au moment où on en a besoin. Il est publié instantanément. Donc avoir un wiki dans un projet, c'est vraiment très très important parce que c'est l'élément documentaire numéro 1. Et je vous rappelle que l'agilité, on priorise le logiciel fonctionnel plutôt que la doc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doc. Voilà. C'est très important la doc. Alors le partage de la vision. Autre élément très très important, parce que, et ça je l'ai vécu à de nombreuses reprises, vous leur demandez qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, les gens ne savent pas. Et à partir du moment où ils ne savent pas où ils vont se mettre en mode mouton, exécuter ce qu'on leur dit de faire, et on n'aura pas de prise de pouvoir, prise de puissance des équipes. Donc il est très important qu'on explique à tout le monde, tout le monde sans exception, où est-ce qu'on va, quels sont les challenges à surmonter, quelles sont les échéances importantes et pourquoi on va par là. À partir du moment où les gens se sentent impliqués, les gens vont être beaucoup plus performants et beaucoup plus dynamiques. Le Kanban. Alors le tableau visuel, bon les tableaux de post-it, je pense que vous avez tous vu ça quelque part. Bon c'est un peu puéril, parce qu'on joue avec des post-it, qu'on déplace, tout ça. Mais en fait, c'est un outil très puissant parce que dès qu'on rentre dans la salle, on voit tout de suite où on en est. Donc là, sur l'exemple qui est sur ce schéma, c'est un Kanban très simple à faire en cours terminé. Le burn-on chart, donc l'avancement durant le sprint, des stories, des tâches, des personnes qui sont assignées. Donc on voit exactement qui fait quoi, quelles sont les stories sur lesquelles on travaille, quelles sont les stories qui sont terminées. Rien de plus efficace finalement que cet outil pour savoir où on en est en un instant. Et c'est certainement beaucoup plus efficace que de dire qu'on est à 27,4% du lot 1. Alors la vélocité, la prédictibilité, ça j'en ai parlé il y a quelques minutes. Donc la vélocité, c'est la capacité à livrer des points dans un sprint. Donc j'ai pris 5 stories, des stories qui étaient à 2, 3, 5 points. La somme des points, ça fait 25 points. Voilà, ma vélocité, c'est de 25 points. Sur le sprint d'après, on est censé avoir une vélocité sensiblement équivalente, à plus ou moins 15% près, on va dire. Et la prédictibilité, c'est le ratio entre l'engagement qu'on s'est fait au début du sprint, je pense que je vais être capable de réaliser 25 points, et ce qu'on a réellement livré à la fin du sprint. J'ai effectivement livré 25 points.
Je m'engage sur 25 points, je lis 25 points, c'est une prédictibilité de 100%. Je m'engage sur 25, je livre 12, c'est une prédictibilité en dessous de 50%. Suivre ces deux indicateurs dans la durée, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que on peut prédire quand est-ce que le projet va atterrir à la fin, in fine. Et vraiment, on veut pousser cette dynamique de groupe pour pouvoir produire quelque chose de manière constante, pas par à-coup. Alors là, vous voyez sur ce schéma, il y a quelques petits à-coups, mais si vous regardez quand même la tendance, on est dans une tendance qui est relativement saine. Même si on est en dessous au niveau de la prédictibilité de la barre des 80%, on est encore sur des équipes qui s'engagent un peu plus qu'elles ne livrent, mais on est quand même dans une tendance relativement constante, donc ça va. Voilà. Suivre ça dans la durée, c'est très important parce que c'est cette vision où est-ce qu'on va qui est partagée par cet indicateur-là. Alors les daily meetings. Alors quand j'ai commencé en agilité, bon, je ne connaissais pas trop, donc je suivais le rythme. Moi j'étais développeur à ce moment-là. Et on avait un daily meeting tous les jours d'1h30. Ah, puis c'était au garde à vous devant le chef. Hein. Bon là, ok, on fait des daily meetings, c'est bien. L'heure était respectée, très bien. Les informations échangées sont pas utiles, parce qu'en 1h30, on rentre dans la technique. Le timeboxing n'est pas respecté. Donc le bilan, c'est quoi? C'est qu'on n'écoute plus. À force de ne plus écouter, on ne vient plus. Et à force de ne plus venir, on ne s'échange plus, on ne communique plus. Donc voilà, il est important de respecter ce timeboxing et de ne pas rentrer dans la partie technique. C'est vraiment fondamental. Alors, dans le même genre, là je vais passer quelques cérémonies. Bon, c'est des cérémonies Scrum. Hein, j'aurais pu parler d'autres choses, mais bon, voilà. Sur les sprint planning, quand vous commencez au début d'un sprint, votre sprint planning, est-ce que les équipes découvrent les stories ou est-ce qu'elles connaissent déjà les stories? À partir du moment où elles découvrent tout au début d'un sprint, il va y avoir un démarrage de sprint un petit peu laborieux parce qu'il va y avoir un grand moment d'acquisition d'appréhender ces user stories. Alors que si l'équipe connaît déjà les stories au début du sprint, ça va être beaucoup plus facile de rentrer dans le sprint. Donc il est important de faire partager à l'équipe les stories en amont du début d'un sprint. Et la répartition des tâches. J'ai vu une équipe qui se répartissait les tâches en 5 minutes top chrono. C'est très simple. Chaque personne prenait une story et disait « je m'engage à la faire ». Là, on est dans un groupe d'individualité, on n'est pas dans une collaboration de groupe, donc c'est pas bon. Les revues de sprint. Alors la démo, petit rappel, à chaque fin de sprint, la démo, 5 minutes. Eh ben, moi j'ai 28 minutes, je suis censé encore un quart d'heure. D'accord, bon, je vais essayer d'aller plus vite du coup. La revue de sprint, la démo, est-ce qu'elle est bien organisée? Alors la démo, c'est quelque chose qu'on montre à la fin du sprint au client. Donc là, on est un petit peu comme dans le salon de l'auto, on va lui montrer notre petit bijou, hein, on va lui dévoiler notre bijou. Donc organiser une démo, c'est très important pour avoir une implication du client. Et le feedback du client est vraiment très important aussi pour pouvoir améliorer les choses. À partir du moment où vous avez le client dans votre poche, votre projet il va se faire très simplement. Donc la démo, c'est quelque chose qui est à ne pas négliger. La rétrospective, pareil, est-ce que ça vaut le coup de faire une rétrospective à la seule et unique condition qu'on définisse des actions d'amélioration et qu'on les suive. J'avance un petit peu pour essayer de gagner du temps. Les acteurs, donc product owner. Le product owner, c'est un petit peu le super product owner, le superman du projet. Il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit là à toutes les cérémonies ou presque. C'est lui qui est censé rédiger les user stories, c'est lui qui les valide à la fin du sprint. Il a vraiment un rôle fondamental. Vous avez un bon product owner, vous avez un bon projet. Vous avez un mauvais product owner, vous avez un mauvais projet. Ah, maintenant c'est 10 minutes.
Voilà. C'est le stress et toute l'action commune. Voilà. Bon, j'ai 5 minutes de plus du coup. Le Scrum Master, alors, donc il est dans l'équipe, le Scrum Master. Est-ce que il va se comporter en chef de projet? Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Bon, on se revoit demain. Donc ça, c'est pas du tout le rôle d'un Scrum Master. Le rôle d'un Scrum Master, c'est de dire quels sont vos problèmes, qu'est-ce que je peux faire pour vous dépanner, écouter et aller dépanner. Voilà. C'est un facilitateur qu'on attend dans le rôle d'un Scrum Master, c'est pas un chef. Et l'équipe, l'équipe, elle doit être pluridisciplinaire. Je ne dois pas avoir une équipe de développement, une équipe de test. Hein. C'est des développeurs, des testeurs, des architectes. Voilà, une équipe qui est soudée et pas de finger pointing. Donc à la fin du sprint, vous n'avez pas pu livrer la story. Bah oui, mais il y a un tel qui est parti en vacances et il ne nous a pas livré son code. Je l'ai entendu. Moi, ça ne m'intéresse pas. L'équipe n'a pas su gérer le départ en vacances de cette personne et c'est la faute de l'équipe. Ce n'est pas la faute d'un tel qui est parti en vacances. Voilà. Donc la responsabilité, elle est collective, que ce soit dans les réalisations comme dans les échecs. Et c'est à l'équipe de trouver des solutions pour faire en sorte que quand une personne part en vacances, on vérifie avant, via du pair programming par exemple, on vérifie avant son départ que tout ce qu'il a fait est exploitable pour l'équipe. Voilà. Et puis alors l'entraide, hein, est-ce que quand il y a un problème, est-ce qu'on va se tourner vers un membre d'équipe pour se faire aider ou pas? Ça aussi c'est quelque chose qui est problématique chez certains. Alors, bon, nous avec Thales, on a la chance de tomber sur des projets assez importants et dans les projets assez importants, on n'arrive pas à tenir à 7 personnes, plus ou moins 2 personnes, donc on a plusieurs équipes. Et à partir du moment où il y a plusieurs équipes, les choses se compliquent parce qu'il va falloir gérer les interactions entre les équipes. Et donc déjà communiquer au sein de l'équipe c'est compliqué, alors communiquer entre les équipes c'est encore plus compliqué. Donc normalement il y a le Scrum de Scrum qui est là pour ça, donc les Scrum Masters qui se réunissent en daily meeting tous les jours pour pouvoir résoudre les problèmes de groupe. Et on a aussi la possibilité de créer des communautés de pratique, notamment par exemple la qualité, les tests automatisés ou l'architecture. Voilà. Voilà. Donc est-ce que cette communication entre les équipes fonctionne? Est-ce que les communautés sont en place? Ne faut-il pas en mettre en place pour pouvoir améliorer les choses? Est-ce qu'il y a du load balancing de Scrum Master? Du load balancing de Scrum Master. Alors, on doit avoir un Scrum Master systématiquement dans l'équipe. Et le Scrum Master est un être humain, et donc, comme tout être humain, il prend des congés. Donc forcément, il y a un backup dans l'équipe. Voilà. Donc il y a toujours un Scrum Master dans l'équipe. C'est un rôle, c'est pas une personne. Alors en général, on essaie de faire en sorte que ce soit tout le temps la même personne, mais malgré tout, quand cette personne est absente, le rôle est suivi par un backup. Est-ce que vous avez eu un cas où il y a un Scrum Master avec 2 équipes? Alors les Scrum Masters qui travaillent sur plusieurs équipes, c'est pas super sain. J'accepte beaucoup plus facilement un Product Owner qui travaille avec 2 équipes. Scrum Master sur 2 équipes, je préfère avoir 2 Scrum Masters qui sont à mi-temps et le reste du temps qui produisent qu'un Scrum Master à plein temps à cheval sur 2 équipes. Bon, maintenant c'est toujours pareil, hein, on s'adapte au contexte et on voit un petit peu les personnes. Il y a des personnes qui sont prédisposées à l'être, d'autres qui ne le sont pas. S'il n'y a personne qui n'est identifié pour être Scrum Master, on sera peut-être amené à faire ce genre de choses. Voilà, c'est de l'ajustement en fonction de la situation. Alors, les user stories. Bon, je ne reviens pas sur qu'est-ce que c'est qu'une user story. Par contre, une user story, ce n'est pas juste la phrase « en tant que, je veux, afin de ». Hein. J'ai eu de nombreux problèmes avec les PO là-dessus, qui essayaient de trouver une formulation pour essayer d'écrire tous leurs besoins en une phrase. Non, c'est pas ça. En tant que, c'est juste mettre en place un contexte qui est censé être compréhensible par tous, et apprendre un ensemble d'informations.
informations complémentaires que l'on rajoute, notamment les conditions de succès. Alors les conditions de succès, c'est quoi? C'est la capacité de... merci de me trouver. Les conditions de succès, c'est les conditions de test qui vont permettre de s'assurer que la user story, elle est OK. Voilà, donc là, on est vraiment dans les cas à faire fonctionner. Voilà. Et le backlog, qui contient l'ensemble des user stories, est-ce qu'il est ordonné? Est-ce que les stories qui sont en haut sont prêtes avec toutes les informations qu'il faut et sont celles qui doivent réellement être faites prochainement? Le chiffrage, est-ce que le chiffrage est fait par l'équipe? Ça, c'est important. Et surtout, est-ce que l'équipe fait la chasse au point? J'ai vu des équipes qui mettaient des gros chiffrages pour pouvoir livrer encore plus de points. Donc, certes, leur courbe de vélocité montait et tout d'un coup, ils livraient 90 points à 3. Ouais, mais c'est pas la course au point qui nous intéresse. C'est vraiment une capacité à produire de manière constante. S'ils changent l'énoncé, ça va juste fausser les chiffres, ça va pas les rendre meilleurs. Les indicateurs, est-ce qu'on les produit et est-ce qu'ils sont surtout partagés à tous? Ça aussi c'est important. Est-ce que tout le monde reçoit bien ces indicateurs? Donc moi je considère qu'une mise à jour une fois par sprint, c'est quelque chose de très bien. Donc il y a quelques exemples d'indicateurs. Vélocité, prédictibilité, les anomalies ouvertes non corrigées. Ça j'aime bien. Voilà. Celles qui sont corrigées, bon, après il faut le temps de les clore, etc. Mais surtout celles qui sont ouvertes et non corrigées, est-ce que c'est une courbe qui a tendance à monter dans le temps ou à rester constante? On est censé rester constant. Bon, les autres, je vous laisse les lire. La satisfaction du client est un élément aussi important. Alors, les pratiques d'ingénierie, est-ce qu'il y a de l'intégration continue? Et là, je me dépêche. Est-ce qu'il y a des tests automatisés? Est-ce qu'il y a du pair programming? Des coding dojo, donc en fait, c'est une sorte de pair programming, mais avec toute l'équipe, donc une session d'1 heure. Est-ce qu'il y a du refactoring? Est-ce que c'est un mot tabou? J'ai entendu un projet qui me disait non, on ne peut pas se permettre du refactoring, ça coûte beaucoup trop cher. Au contraire, c'est vraiment très important le refactoring parce que ça permet de développer des sujets petits et ensuite d'adapter le code pour aborder un sujet plus gros. Si on s'interdit le refactoring, ça veut dire qu'il faut appréhender le sujet plus gros en premier et on complexifie les choses. Les test-driven development. Alors là, il y a un petit schéma ici qui est très sympa. En gros, votre application, elle a une durée de vie beaucoup plus longue si vous faites des test-driven development. Voilà. En tout cas, le plus important de tout ce que je vous ai montré, c'est le soutien du sponsor, l'implication du product owner, le respect des cérémonies, la collaboration entre les membres, des indicateurs pertinents, une intégration continue, des tests auto et des démos de qualité. Alors, des outils, on a la Scrum List, je me dépêche, la Scrum Checklist, le test Scrum But, on a des jeux, voilà, j'ai fini. Et pour voir les résultats du travail du coach, c'est très simple, il suffit de faire un radar et poser la question aux équipes. Voilà, donc quel est le rôle du coach agile? Quel est son apport pour le projet? Contribuer afin que toutes les conditions du succès soient là. Et je vous remercie. Avant de sortir, il y a un petit feedback qu'on vous demande là-dessus. N'hésitez pas à cocher ou à écrire un peu plus. C'est pour le retour d'expérience. Et si vous voulez que je réponde à vos questions, voilà. Je vais aller à côté avec vous. Et puis sinon, j'ai une carte de visite si vous voulez qu'on garde le contact. Voilà. Il y a le blog. Voilà, je vous remercie.